du poids de la communauté dans l'insertion économique de certaines personnes. On sait, les sociologues ont montré... Oui. Pardon ? Social et économique, oui. Oui, nous sommes d'accord. Il faut comprendre les choses. Ce n'est pas parce que vous passez par des gens de votre famille, de votre entourage, qui partagent le même héritage culturel, voire confessionnel que vous vous opposez. C'est pas j'ai écrit il y a quelque temps un article, une tribune dans Le Monde, dans lequel je disais qu'il n'y a pas de vase communicant. Vous pouvez très bien naître d'ascendance turque, citoyen français, de confession musulmane, être touché par certains problèmes socio-économiques qui vont rejaillir en définitive sur votre posture. Et vous allez tantôt vous réfugier soit dans la religion parfois, dans certains partis politiques, dans l'apolitisme, ça dépend. Il y a pratiquement autant de configurations qu'il y a de personnes. Donc il faut faire très attention à ces sujets-là. N'édulcorez pas le fait qu'il y a un rejet, parfois qui s'observe à l'œil nu, de la République, des lois de la République, voire même de l'école, et d'une manière plus visible encore, de la police elle-même. Alors essayons de parler de manière un peu plus factuelle. Qu'est-ce que vous avez observé? On a eu la chance de faire un constat, comme disait Monsieur le maire, un constat sur une période... Dans le cadre de ce rapport. Voilà, absolument. Donc on a pu voir, on était pratiquement tous les jours à Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Monsieur Rufol parlait de sécurité. On a posé des questions sur la sécurité. De manière très claire, Monsieur le maire pourra le confirmer. La majeure partie des personnes qui ont répondu au questionnaire sont des musulmans, par ailleurs, d'ascendance immigrée. La majeure partie des personnes étaient contentes de l'ouverture d'un commissariat près de chez elles. C'était un symbole. Donc l'État revenait dans les quartiers. Donc le constat qui est fait par M. Rufol, et sur ce plan-là, par exemple, il n'est pas corroboré par les réponses justement, on va aller à Clichy-sous-Bois, puisque vous parlez de Clichy-sous-Bois, pendant quelques instants, quelques minutes, pour voir ce que pensent les citoyens, suite d'ailleurs à la publication de ce rapport Banlieue de la République, reportage. Le métro du Grand Paris n'arrivera qu'en 2025 à Clichy-sous-Bois. En attendant, ni RER ni tramway, les habitants prennent le bus, ils n'ont pas le choix. Les bus, ils passent pas souvent. Et comme il n'y a pas de gare ici, on est obligé de les attendre et on est obligé de mettre 30 minutes pour aller à la gare. Vous prenez combien de transports différents si vous devez aller dans le centre de Paris? Non, j'y vais pas, donc pour éviter toute une attente. Pour certains, la difficulté de déplacement serait un frein à l'embauche. Le taux de chômage atteint ici 22%. Et pourtant, il n'y a pas de pôle emploi à Clichy, peu de services publics, mais aussi peu de loisirs pour les jeunes. Piscine ou un cinéma, quelque chose comme ça, oui. Et à mon avis, il en faudrait un. Il en faudrait ici aussi. Car tous les jeunes ici se déplacent à Bondy ou un peu plus loin. Le passé récent de la ville contribuerait également au sentiment d'isolement décrit par le politologue Gilles Kepel. Il y a beaucoup de Clichy-Montfermeillois qui ont une étiquette Clichy-sous-Bois-Montfermeil sur le front dès qu'ils se déplacent et donc qui les ramènent à une identité qu'on leur donne par rapport aux émeutes de 2005 qui n'est pas forcément la leur. Leur identité, les habitants la trouveraient de plus en plus dans la pratique de l'islam. C'est la thèse de Gilles Kepel. Ce responsable religieux ne dit pas le contraire. Celui qui a été abandonné de cet effort national, c'est l'homme. L'homme de Clichy et de Montfermeil, il y a un abandon et que cet homme-là, lorsqu'ils se sont isolés, il y a un recours vers la spiritualité et vers un lien social qu'ils ne trouvent pas à la République. La République a pourtant investi beaucoup depuis 5 ans à Clichy. Plus de 600 millions d'euros dans un programme de rénovation urbaine en cours. Nécessaire, mais peut-être pas suffisant pour venir à bout de ce sentiment d'abandon. Abandon, Tariq Ramadan, c'est le sentiment d'un certain nombre de concitoyens, abandon de l'État. Est-ce que cet abandon peut justifier un retour aux sources très marqué, un retour vers l'identité religieuse? Mais écoutez, il y a un mot que vous avez utilisé et qui apparaît déjà dans le débat, c'est la confusion. Il faut qu'on fasse très très attention. On est en train de parler de quel type d'abandon? Un abandon de nature sociale, de l'encadrement, des services sociaux, de la police de proximité, ce que même les populations des banlieues aimeraient voir plus présent. Et là, il y a effectivement, depuis 2005, le gouvernement actuel, mais ça n'est pas dû au gouvernement actuel, je pense que c'est une longue tradition de gouvernement, qui n'a pas suffisamment une vision, une politique sociale, une politique urbaine et même une politique éducative pour ces populations-là qui, de ce point de vue-là, entretiennent
un sentiment d'être des citoyens de seconde classe ou d'être enclavés. Mais attention, cet abandon-là ne veut absolument rien dire sur les mouvements ou les reconstructions identitaires. Et là, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que ça n'est pas vrai qu'il faille être exclu socialement pour devenir plus marqué religieusement. Et que les statistiques concernant la France, mais toute l'Europe de la même façon, montrent qu'en fait, ceux qui reviennent le plus à une pratique religieuse sont souvent plus éduqués que ceux qui vivent dans des situations de banlieue. Donc on n'a pas du tout cet élément-là. Toute la question... Comment expliquez-vous Alors justement, je pense qu'il y a un véritable élément, c'est-à-dire que d'abord, ces jeunes générations, ces nouveaux pratiquants, femmes et hommes musulmans, sont souvent plus éduqués que leurs parents, plus connaisseurs de l'islam, et qu'ils se reconstruisent une identité à partir de, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a une quête de sens, parce qu'il y a une véritable recherche d'être. Il y a aussi le type de rapport qu'ils ont avec la société environnante, qui donne une image, aujourd'hui, il faut qu'on l'admette, une image assez négative de l'islam. Et donc, on a des mouvements comme ceux-ci qui sont généralisés. Et là où je ne vous suis pas, par contre, c'est de dire... Certes, ce que vous avez vu sur 25 ans augmente en matière peut-être d'isolement sur le plan économique. Je ne parlerai pas d'autarcie complète, mais en tout cas d'aller chercher dans les relations communautaires, religieuses, la possibilité de survivre économiquement. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ça n'est pas la majorité. Ça n'est pas la majorité des Français de confession musulmane aujourd'hui qui sont de plus en plus visible. C'est d'ailleurs ça le problème. C'est que nous avons une contradiction. La nouvelle visibilité de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes est la preuve qu'ils sortent des ghettos, qu'ils sont de plus en plus, et que vous avez une petite minorité qui, elle, s'isole. Et toute la question aujourd'hui... Oui, non, mais les chiffres parlent contre vous, c'est-à-dire, elles parlent contre vous. Vous parlez d'une... Ils ne sortent pas des ghettos. Non, mais attendez. Ils ne sortent pas des ghettos. Attendez, si. C'est contradictoire avec ce que vous disiez. Non. Il n'y a pas besoin d'être visible. Attendez. C'est juste contradictoire. Je vais vous laisser finir, mais c'est juste contradictoire à ce que vous me disiez à l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être en difficulté sociale pour. Donc on va dire que les ghettos, ce sont les gens qui sont en difficulté sociale. Vous l'avez dit, il n'y a pas besoin d'être en difficulté sociale pour avoir ce phénomène de réislamisation. C'est pas du tout contradictoire, c'est le prolongement de ma pensée. Et donc les personnes qui sont plus visibles dans la société française sortent tout simplement, je dirais, en dehors des ghettos. Ils y étaient déjà installés. Ce sont des gens qui ont eu une vie comme vous et moi, et qui étaient, je dirais, qui étaient sur les mêmes habitudes alimentaires que l'entourage, qui étaient sur les mêmes habitudes vestimentaires, etc., et qui progressivement sont revenus à des pratiques alimentaires, vestimentaires, de comportement, etc. Moi, les mamans avec qui j'étais il y a 25 ans à conduire nos enfants à l'école en jean et en t-shirt à qui on se faisait la bise, 10 ans après, elles avaient changé de vêtements et on ne se serrait que la main, et aujourd'hui, pour certaines, pas pour toutes, je ne peux même plus leur serrer la main. Oui, et ce sont les mêmes personnes, et elles n'habitent pas dans le ghetto. Elles n'habitent pas dans le ghetto. Elles étaient dans le pavillonnaire à 25 ans. Vous n'écoutez pas vous n'avez pas écouté. Non, vous n'avez pas écouté. Votre pensée, ma pensée complètement. Et je pense encore, juste pour réagir à ce que vous venez de dire, qu'il faut proportion garder. Ce que vous dites de certaines personnes n'est absolument pas représentatif du mouvement général. Ça, c'est un. Le deuxième élément. L'expérience le dément. Non. En tout cas, là, votre expérience personnelle, mais votre expérience personnelle n'est pas l'expérience nationale. Donc, en l'occurrence, on a juste un peu d'avance sur les autres, c'est tout, c'est vrai. Oui, ça, si vous y ajoutez gouverner, c'est prévoir, donc je préfère anticiper. Mais allez-y. Donc nous attendrons que vous soyez président de la République pour être sûr que tout aille mieux, mais ce n'est pas demain la vieille. Laissez-moi juste dire une chose. La première des choses que je voulais mettre en évidence, c'est celle-ci. C'est que de ce qui arrive dans ces populations, et pour vous montrer la cohérence de ce que je suis en train de dire, ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui aujourd'hui sont en train d'avoir accès à l'éducation, qui maintenant sortent de la sphère où ils étaient géographiquement installés, qui maintenant apparaissent beaucoup plus dans le monde académique. Vous en avez plein d'exemples. Votre exemple, il est par milliers aujourd'hui en France. Dans la sphère médiatique. Pardon ? Pardon, excusez-moi. Non, ce que je veux dire, c'est que des jeunes qui étaient géographiquement ou symboliquement exclus de la visibilité nationale, avec leur origine, avec leur religion, avec leurs pratiques, sont plus visibles. Cette nouvelle visibilité-là, aujourd'hui, est ce qui fait croire à certains que parce qu'ils sont plus visibles, ils sont moins intégrés. Alors, excusez-moi, il y a un problème de définition de la visibilité. Parce que vous avez cité probablement à juste titre votre voisin Mohamed El Baroui. Je le vois invisible. Mais oui, c'est ça. La visibilité, je pense, dans l'expression de messieurs
M. Riouphol et le moine, c'est un autre vêtement, un autre mode de vie, un autre comportement. C'est un séparatisme assumé. C'est comme ça que je le comprends. Sinon, il n'y a pas de raison de dire que monsieur est visible. Il est visible en quoi? En quoi est-il visible? Non, mais cessons d'être superficiels sur ces questions-là. Écoutez, arrêtez d'être également trop donneur de leçons, parce que je vous en prie. Merci. Donc, en l'occurrence, ce que j'étais en train de dire, c'est que des jeunes hommes et des jeunes femmes de 2e, 3e, 4e génération, avec des noms à consonance arabe, avec des tenues vestimentaires qui peuvent être différentes, qu'ils soient pratiquants ou pas, sont aujourd'hui la nouvelle visibilité. Non. Vous allez me dire, vous... tenues vestimentaires différentes. Non, c'est pas la, c'est la question. Mais attendez, c'est la question de la couleur, c'est la question de l'origine, c'est la question de l'arabe. Si vous n'êtes pas aujourd'hui, mais évidemment, mais c'est une évidence. Mais vous voulez, mais parce que vous ne voulez pas reconnaître ce caractère-là. Bon, alors, attendez une seconde. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole, M. Yvan Riouphol. On va laisser juste Mohamed Ali Hadraoui faire une remarque. Oui, alors je vous remercie. Je me permettrai de parler en ma qualité d'observateur extérieur, donc je remercie les uns et les autres de parler pour moi, mais s'il vous plaît, laissez-moi juste... Je parlais de vous surtout, pas pour vous, mais de vous. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je pense avoir un ego relativement normal de ce point de vue-là. Si je peux juste revenir à certaines, idées fortes. Oui. Le ghetto, tout d'abord, chacun sait, on le sait quand on travaille sur ces questions-là, c'est aussi un espace de perception mentale. Donc le ghetto, on peut très bien vivre dans un pavillon, vous avez raison, monsieur le maire, et on peut également développer un discours où l'on se voit comme étant à part de la société, comme étant, par exemple, si typiquement toute proportion gardée... C'est ce qui est dit depuis le début de l'émission. Non, mais oui, mais justement, la question maintenant, c'est pourquoi. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on est attaché à sa famille, à son héritage religieux ou pas. Alors, vous avez des gens qui ne se sentent pas, qui d'ailleurs en ont assez d'être considérés comme musulmans ou musulmanes, ça existe. Vous avez des personnes qui, par exemple, ont très mal vu les discours... venant, pour faire vite, de l'équipe du président actuel, où on a dit qu'on voulait, par exemple, un préfet musulman, où on a dit qu'on voulait venir en aide aux musulmans. Donc déjà, le problème est intellectuel, fondamentalement. C'est-à-dire cadrer la situation, l'expliquer en termes religieux, et ensuite reprocher aux musulmans ou à d'autres d'ailleurs qu'ils soient musulmans, c'est un peu paradoxal et c'est même un peu malhonnête intellectuellement. Oui, mais alors, la question est plus sur le comportement majoritaire ou les idées présentes dans la société française et la contradiction entre un certain mode de vie, un certain comportement au quotidien, une certaine visibilité, mais plus dans l'accoutrement, la manière d'être, et ce mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui pensent que voilà, c'est un élément qui menace un certain nombre de il faut dire une chose, je pense, qui est très importante dans la société française. Le port du voile, par exemple, le fait de revendiquer un certain héritage confessionnel, de se sentir proche de la religion musulmane, il faut comprendre une donnée fondamentale. Ça relève d'une logique qui est individualiste en France aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a une prépondérance du groupe qu'on devient musulman. Au contraire, d'ailleurs, les jeunes, d'ailleurs, je pense que fondamentalement, il y a une ligne de clivage qu'on ne dit jamais, mais qui est générationnelle. Oui. Le fait qu'une jeune fille relativement diplômée, voire très diplômée, puisse porter le voile, ça relève d'un choix qui est souvent fait contre l'avis même des parents. Donc, de ce point de vue-là, l'aspect communautaire ou communautariste de la démarche, il est très discutable. Ça, il faut le dire. La question maintenant, c'est pourquoi d'autres personnes le voient. Il faut comprendre les choses. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, il faudra le dire de manière très claire, il y a ce qu'on pourrait appeler une dissonance entre la manière dont les musulmans cultivent une peur, on ne nous aime pas, en pointant le reste de la société comme responsable, et les gens qui vivent par-delà, de l'autre côté du périphérique, qui pensent que dans les banlieues, l'excision c'est quelque chose de normal, que les femmes ne vont pas à l'école, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le problème est intellectuel, il faut le savoir. Il y a aussi ceux qui pensent, comme Yvan Riouphol ou Xavier Lemoine, que ces pratiques constituent une menace d'un certain nombre de principes républicains. Il faudra expliquer. D'abord, je voudrais revenir sur cette notion de visibilité. Vous avez beaucoup de compatriotes de Français musulmans qui sont invisibles, qui portent un nom arabe, pour reprendre votre expression, et qui pour autant se sont assimilés, se sont intégrés dans la communauté. Et qui ne posent assimiler et intégrer, c'est la même chose? Non, pas tout à fait la même chose. Assimiler, c'est le stade ultime, et intégrer, ça veut dire qu'ils adhèrent... Pardon? C'est la voie vers l'assimilation. Oui, bien sûr, qu'ils adhèrent à la totalité des règles et des comportements et des modes de vie. Et donc, ce que je remarque en revanche, c'est que vous voulez, que ceux qui ont fait cet effort-là d'assimilation ou d'intégration
se retrouvent dans une visibilité. Donc vous êtes un frein à cette intégration et à cette assimilation. Et vous me faites penser d'ailleurs à M. Erdogan qui dit lui-même, parlant de l'assimilation, que c'est un crime contre l'humanité. Eh bien, je pense que vous faites... il y a une erreur de compréhension sur ce qu'est la France. La France n'est pas un pays multiculturel. Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. La France n'est pas un pays multiculturel, comme vous pensez qu'elle l'est, comme vous pensez avoir décidé qu'elle serait. Elle est un pays d'assimilation. C'est même son ADN, dans le fond. Et donc, nous sommes une vieille culture qui a même 1500 ans, si on remonte jusqu'au baptême de Clovis. Et c'est cette culture-là qu'il faut respecter. On n'arrive pas en se mettant les pieds sur la table. Et donc, il faut que vous compreniez que la France peut se réveiller et peut... Allez-y, terminez. Et peut demander, et est en droit de demander à ceux qui veulent bien rentrer sur son territoire et partager ses règles, qu'elle partage ses règles, ses mœurs, son mode de vie, et qu'elle fasse, dans le fond, comme tous les autres peuples qui sont venus nous rejoindre, qu'ils respectent la loi française. Écoutez, vous avez une certaine idée de la France qui est inquiétante, mais pas pour vous, pour la France. Parce que redonnez-moi encore des leçons. Non, mais je ne vous donne pas des leçons. Je ne vous donne pas des leçons, je vous rappelle... Non, alors c'est naturel chez vous, alors. Hein. Bon, c'est fini? Allez-y, Tariq Ramadan. Donc, en l'occurrence, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que cette reconstruction de l'histoire de la France,